bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Patrice Laroche, donc je vous laisserai après peut-être vous présenter sur vos travaux. Je vais peut-être présenter de façon liminaire la motivation et pourquoi on a voulu travailler sur ce qu'on appelle les écarts de salaire. Les écarts de salaire, aujourd'hui, on voit bien que ça s'amplifie. Je vois François qui arrive, donc je lui passerai après la parole. Les écarts de salaire, c'est vraiment une question fondamentale pour nous. L'année dernière, on a négocié un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Et cette question des salaires, elle est centrale aujourd'hui. On voit que ces écarts augmentent. Et les écarts de salaire, on peut les définir à la fois de façon verticale, donc le plus haut salaire jusqu'au plus bas salaire, mais aussi de façon horizontale. Je pense que c'est important d'en parler, c'est-à-dire avec ses pairs, comment on se compare, comment on met de la transparence. Je pense que c'est important, de la transparence au niveau de ces politiques salariales. Et c'est tout le travail que nous, on essaie de faire en tant que délégués syndicaux dans les entreprises, pour justement accompagner ça. Alors la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'inéquité, il y a beaucoup de ressentis, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait un choix. On a fait un travail dans le cadre de notre agence d'objectifs avec l'IRES pour justement essayer d'objectiver un peu la question, parce que voilà, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on a voulu faire un travail universitaire et avec une vraie méthodologie derrière pour justement essayer de comprendre les enjeux et les mécaniques qu'il y avait derrière. Donc je pense que c'était important de le faire. Et donc il y a un rapport qui est sorti, donc que vous trouverez, qui est disponible. Et c'est dont on va parler ce soir, à la fois les choix méthodologiques qui ont été faits, les différentes études que vous avez mis en avant justement pour essayer de comprendre ces questions-là. Et je ne me fais pas plus long, je vois que François Omry, le président de la CFE-CGC, est là, et je lui cède la parole pour un petit mot d'introduction. Merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont devant leur écran. Mon petit mot d'introduction, le voici. C'est mon souvenir le plus ancien de militant syndical. Le plus ancien. L'histoire se passe au début des années 90. C'est peu dire, c'est pas d'aujourd'hui. Et on est dans le cadre d'une réunion avec la direction générale d'Aluminium Péchiné sur, on va dire, une négo-salaire qui se passe pas si bien que ça. Pas si mal, mais pas si bien que ça. Moi, je suis un jeune militant, peu aguerri, j'écoute beaucoup ce qui se dit. J'écoute les anciens, leurs arguments, j'écoute la direction, sa mauvaise foi sur un certain nombre de sujets. Et un de mes collègues à côté, qui était délégué syndical du site de Saint-Jean-de-Maurienne, tout d'un coup s'emporte et lance comme ça face à la direction: écoutez, ça suffit. Moi, je vous préviens, si on n'arrive pas à déboucher dans cette négo, je ressors de cette pièce et on fait une enquête salaire dans la société. Et là, tout d'un coup, le DRH en face se met à blêmir. Non, non, attendez, écoutez, on va peut-être rediscuter un peu. Et tout d'un coup, j'ai saisi comment, sur la question des salaires, l'objectivation de la réalité, de la hiérarchie des salaires, de leur évolution, de toute la technique qu'il y a autour de l'évaluation des résultats d'une politique salariale, tout finalement ce qui fait la capacité et la qualité d'une intervention syndicale, ben c'est ça qui fait le résultat de la négociation. Et que la direction en face, elle le craint, ça, en fait. Elle a évidemment son argumentaire, c'est normal qu'elle l'ait, elle a sa façon de présenter les choses. Et dès qu'on objective les données, dès qu'on élève le niveau du débat, dès qu'on propose une vision critique, mais globale et argumentée sur la question des salaires, de leur répartition et inévitablement de la question aussi du partage de la valeur, bien on a en face de soi une direction qui, il faut bien le dire, se décompose pas totalement, mais reprend un petit peu sa position et on gagne de l'argumentaire. Et c'est pour ça que pour nous, à la CFE-CGC, depuis toujours, la question de l'objectivation du sujet des salaires et la vision technique des choses, parce qu'il y a une technique sur la question des salaires, ben, ça fait partie des arguments essentiels de l'arsenal du représentant syndical, du délégué syndical, pour pouvoir négocier dans les meilleures conditions les salaires. Voilà pourquoi cette conférence aujourd'hui est une conférence essentielle pour aborder, entre autres choses, la phase de négociation des salaires dans les entreprises dans les mois qui viennent.
Merci à toi. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, c'est une étude que vous trouverez qui est disponible et qui vous permettra justement, je pense, à tout le monde de comprendre toutes les dynamiques, parce que voilà, il peut y avoir, c'est vrai, dans les entreprises, beaucoup d'interrogations autour des salaires, au cours de la question de l'équité, de la transparence. On en parlera après. Donc, n'hésitez pas. On va d'abord commencer par une présentation, je pense, de l'étude. Si vous pouvez vous présenter en amont pour expliquer un petit peu tous vos travaux. Et puis après, l'idée, c'est d'avoir vraiment une session interactive. Donc, n'hésitez pas à distance, si vous pouvez commencer à préparer vos questions, que nous prendrons avec Hugo, qui est dans la salle, pour m'accompagner aussi sur toutes ces questions-là. Et on posera les questions après à deux voix, nous, plutôt des questions autour du dialogue social, et aussi des questions plutôt économiques avec Hugo, avec qui je travaille, chargé de mission en économie. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner la possibilité d'échanger avec vous et de présenter les résultats de cette étude que j'ai menée pour l'agence d'objectifs IRS CFE-CGC. Étude consacrée, comme on l'a dit, donc, à l'effet des disparités salariales sur la performance des organisations. Alors, on aura certainement l'occasion d'évoquer la notion de performance aussi, parce que on peut le discuter, et en quoi justement les écarts de rémunération peuvent affecter cette performance. C'est vrai que alors, je vais peut-être me présenter avant d'entamer la discussion sur ce travail. Donc je suis Patrice Laroche, je suis professeur à l'Université de Lorraine. Alors je suis professeur en sciences de gestion et spécialisé en gestion des ressources humaines. Et dans le domaine de la gestion des ressources humaines, je suis plutôt spécialisé aussi dans le dialogue social. Tout ce qui touche aux relations sociales. Et initialement, mon intérêt porte sur les conséquences de l'activité syndicale sur la performance des entreprises. Ma thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a un peu plus de 20 ans maintenant portait sur l'impact des syndicats sur la performance. Et je m'étais interrogé initialement sur cet impact économique des syndicats parce que j'avais fait le constat, en étant étudiant en DEA à l'époque, j'avais fait le constat qu'il y avait très peu d'études qui existaient en France. C'est plutôt un sujet tabou. En revanche, ça a été beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Il y a énormément d'études économétriques qui existaient sur la question des conséquences économiques du syndicalisme. Donc, j'ai eu l'opportunité, donc, au moment de ma thèse de doctorat, de travailler sur la fameuse enquête-réponse que vous devez connaître de la DARES. Une des premières date de 92, je crois, et ma thèse portait sur les données de 98, donc ça remonte à quelques années, et qui permettait à la fois d'évaluer, on va dire, la performance économique des entreprises, et qui permettait aussi de combiner ces indicateurs statistiques avec des indicateurs de dialogue social. Alors depuis, il y a de nombreuses études qui ont été menées sur la question, mais c'est vrai que j'ai continué à travailler sur cette question au fil des ans, à publier pas mal de travaux scientifiques. Et puis, ces dernières années, je me suis interrogé, notamment dans le cadre de mes interventions en gestion des ressources humaines, aux questions de politique salariale. C'est la raison pour laquelle, dans un contexte qui est quand même marqué par des débats récurrents sur les inégalités de revenus, qui interrogent les pratiques salariales elles-mêmes, j'ai proposé de travailler sur les disparités salariales et leurs effets sur la performance des organisations. Donc voilà pour resituer un peu mon cheminement en tant que chercheur, et puis pour resituer aussi donc l'intérêt de ce sujet dans le contexte actuel sociopolitique qu'on connaît, avec d'ailleurs qui va être encore plus d'actualité dans quelques mois, puisque, comme vous le savez, il y a une loi européenne, il va y avoir une transposition d'une loi européenne sur la transparence des rémunérations, qui est un des aspects sur lesquels on aura certainement l'occasion d'échanger, et qui va être vraiment une question à traiter dans les mois à venir, j'imagine, pour les organisations syndicales également. Alors, donc, quel était finalement l'objectif de cette étude ?
L'objectif, c'était de recenser l'ensemble des contributions scientifiques, donc menées de façon rigoureuse et sérieuse, par des gens qui sont des chercheurs, et donc faire le recensement de toutes les études statistiques et de évaluer finalement à travers ces études les effets des disparités salariales sur la performance. Alors, une des premières étapes a été de faire une recherche documentaire, comme on a l'habitude de le faire dans le domaine scientifique, une revue de la littérature, compiler l'ensemble des études. Faire un premier constat, c'est qu'il existe énormément d'études dans la littérature scientifique, qu'on ne mobilise pas d'ailleurs toujours forcément, notamment dans les débats publics. Et donc, j'ai collecté plus d'une centaine d'études empiriques. À partir de ces centaines d'études empiriques, j'ai pu faire déjà un premier constat d'une forte hétérogénéité dans les résultats obtenus par ces études. Donc, ce qui ne facilite pas finalement l'éclairage des débats dans la mesure où des études vont montrer par exemple que certaines disparités salariales dans tel ou tel contexte vont affecter négativement la performance individuelle au travail par exemple, et puis d'autres en revanche qui vont montrer l'inverse. Donc, face à cette hétérogénéité de résultats, l'objectif du travail et du protocole méthodologique que j'ai mis en place, c'était d'essayer de répondre à la question, mais quels sont les facteurs finalement qui expliquent cette hétérogénéité de résultats? Donc, quelque part, quels sont les facteurs, quels sont effectivement les phénomènes qui expliquent que dans certains contextes, on va plutôt observer un effet positif des disparités salariales sur la performance, et dans d'autres, on va retrouver l'inverse. Donc voilà finalement l'idée initiale. Sachant que, comme je le disais, par rapport au contexte actuel, on constate tous qu'effectivement, et là c'est documenté par plusieurs études, on constate une augmentation des écarts de salaire, notamment entre, on va dire, les directions d'entreprise, les PDG, et puis les salariés. Donc les statistiques, généralement, qu'on vous présente dans les médias, c'est surtout des disparités salariales, mais donc une disparité salariale verticale, et qui seraient donc des disparités relativement importantes entre les PDG et les salariés. Et c'est vrai que ces disparités augmentent, notamment dans le contexte américain, il faut le préciser. En Europe, les disparités sont moins importantes qu'aux États-Unis. Toutefois, il faut quand même noter que si on revient au contexte français, et si d'ailleurs ça vous concerne directement, si on regarde les derniers chiffres de l'INSEE, mais si vous êtes intéressé un peu à la question des disparités salariales, et notamment en France, entre les cadres et les autres catégories professionnelles, on fait quand même le constat que depuis 2010 en France, il y a une compression des salaires. Et il y a des chiffres de l'INSEE qui le documentent bien. Et donc ça s'explique par la hausse du SMIC et des bas salaires, et puis avec une hausse pas équivalente au niveau du salaire des cadres, ou en tout cas des catégories socio-professionnelles supérieures. Donc il y a une modération salariale des cadres au cours de ces dernières années. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, est-ce que cette compression, on parle de disparité, mais finalement, est-ce que cette compression salariale a aussi des conséquences sur la performance? Donc ça fait partie des éléments contextuels sur lesquels je voulais revenir pour présenter un peu les données de cadrage de cette étude. Donc je me suis posé deux questions principales. Donc est-ce que la dispersion salariale, alors attention, intra-organisationnelle, pas précisé, mais j'aurais pu aussi travailler sur les disparités salariales entre les entreprises, entre les secteurs d'activité. Ce n'est pas l'objet de mon étude. L'objet de mon étude, c'est bien la dispersion salariale dans les entreprises, au sein même des organisations. Et donc, dans quelle mesure cette dispersion intra-organisationnelle améliore ou détériore la performance des individus au travail? Alors, vous voyez que déjà là, j'ai précisé performance des individus au travail. Ça reste à être défini. C'est vrai que ce n'est pas exactement ce que j'ai mesuré ou ce que mesurent plutôt les études, puisqu'elles vont mesurer plutôt les indicateurs de performance plus distaux, on va dire. C'est-à-dire ça va être des indicateurs de performance économique, de rentabilité financière, voire même de productivité. Là, on est sur un indicateur de performance qui est un peu plus proche, finalement, des individus eux-mêmes. Et quand on parle de performance des individus au travail, on pense surtout à des indicateurs de type motivation,
implication. Donc, il y a un ensemble d'études qui s'intéressent plus particulièrement à l'impact des écarts de salaire sur la motivation des individus, qui, par conséquent, va avoir un impact sur la productivité. Donc, il y a des phénomènes, il y a des performances dites intermédiaires qui peuvent expliquer qu'au final, les effets que les économistes mettent en évidence sont des effets qui sont plutôt marginaux, qui ne sont pas énormes, parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont impacter la performance que vous doutez bien que les disparités salariales ne vont contribuer qu'un petit peu à l'ensemble de ces facteurs. Donc ça, la première question, c'était déjà, à travers l'ensemble des études qui existent, avoir une estimation moyenne, on va dire, de l'effet des disparités salariales. Et puis la deuxième question que je me suis posée, ce que j'évoquais avant, c'est comment certains facteurs organisationnels ou culturels, c'est là l'intérêt de l'étude, influencent cette relation. Et l'intérêt d'avoir mené un protocole méthodologique qui se fonde sur ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est qu'on peut introduire des variables qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter pour expliquer un phénomène. Et notamment la dimension culturelle, c'est une dimension qui peut être une variable intéressante parce qu'il y a des contextes culturels qui vont, par exemple, mettre en avant l'esprit de compétition plus que dans d'autres pays et dans d'autres cultures. Et que peut-être l'esprit de compétition, c'est quelque chose qui va affecter, atténuer ou renforcer l'effet des écarts salariaux sur la performance des individus. Donc, je reviendrai sur les résultats concernant ces facteurs, on va dire, culturels, mais ça fait partie des éléments que j'ai cherché à mettre donc, en exergue. Alors, je ne vais pas vraiment m'étendre sur les cadres théoriques qui expliquent donc l'effet des disparités salariales sur la performance. Cela étant, en fait, il y a autant de cadres théoriques contradictoires que de résultats empiriques contradictoires, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des théories qui vont expliquer l'existence d'effets positifs et d'autres qui vont expliquer l'existence d'effets négatifs. Alors après, il y a une distinction à faire entre le type de dispersion salariale. Est-ce que c'est une dispersion salariale horizontale ou verticale? Les théories qui vont être mobilisées pour expliquer ces phénomènes sont un peu différentes. Traditionnellement, quand on cherche à expliquer les écarts de salaire, on va dire verticaux, donc entre niveaux hiérarchiques, il y a beaucoup d'études qui vont s'appuyer sur la fameuse théorie des tournois d'Edouard Lazire, qui explique effectivement, dans ce cas-là, les disparités salariales sont finalement un moyen d'inciter à l'effort, au travail, les individus qui vont être motivés par les récompenses qui vont être associées donc, au fait de, par exemple, être promu. Donc ça, c'est la théorie des tournois qui explique très bien et qui donc postule l'hypothèse d'un effet positif des disparités salariales. C'est un moyen de motiver les individus. Et puis vous avez d'autres théories qui relèvent plus de la théorie issue de la psychologie sociale, qui vont mettre en évidence le fait que les écarts de salaire, notamment lorsqu'ils sont importants, on aura l'occasion d'en reparler, vont affecter les individus, mais vont plutôt les démotiver et vont nuire à la coopération entre les individus, à la cohérence des pratiques, etc., au sentiment d'équité, en tout cas, interne, qui peut être mis en difficulté. Et donc là, ça va conduire à des effets négatifs. Vous voyez qu'il y a des cadres théoriques qui peuvent justifier des effets positifs ou négatifs. Et c'est vrai que les effets négatifs, on va plutôt les retrouver justement dans le cadre des dispersions salariales horizontales, c'est-à-dire entre les salariés d'une même catégorie. Parce que là, phénomène de comparaison sociale assez classique, donc documenté par Léon Festinger en psychologie, on a tous naturellement cette tendance à se comparer aux autres. Et donc quand on compare son salaire à ses proches collègues, même si on n'a pas toujours une information fiable, d'ailleurs ça relève souvent du subjectif, c'est des éléments qui sont perceptibles, subjectifs et très discrétionnaires quelque part. Donc on se retrouve à comparer des informations, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des informations fiables, mais en tout cas, c'est ces comparaisons qui vont nous conduire à adopter un comportement derrière. Donc les psychologues ont très bien montré que les comparaisons sociales conduisaient souvent donc, à
si on est donc dans un sentiment d'inéquité salariale, à des comportements dysfonctionnels dans les organisations. Donc c'est des éléments qui sont importants et qui ont d'ailleurs été mis en évidence dans les études que j'ai pu recenser, collecter et synthétiser dans le cadre de ce travail. Alors, je le disais, première distinction qu'il faut faire, c'est cette distinction entre verticale et horizontale. Là, les éléments explicatifs ne sont pas les mêmes. On peut imaginer d'ailleurs des effets différenciés selon le type de dispersion salariale. Et puis, deuxième élément très important, très bien documenté dans la littérature aussi, c'est le fait qu'il faut bien faire la distinction entre ce que certains appellent les dispersions justifiées et les dispersions injustifiées. Alors, qu'est-ce que c'est une dispersion justifiée dans la littérature académique? C'est finalement des écarts salariaux, mais qui s'expliquent par finalement l'expérience, la productivité, éventuellement le diplôme de l'individu. Et d'ailleurs, c'est souvent mesuré à l'aide de, par exemple, d'indicateurs du type rémunération avec un certain nombre de primes individuelles liées à la performance, par exemple. Donc ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait objectiver et qui pourrait permettre d'évaluer le fait qu'on se trouve face à des écarts salariaux, mais qui sont justifiés. Et justifiés par quoi? Par une performance supérieure à d'autres, qui justifierait une prime ou un bonus, et donc une rémunération, on va dire, supérieure aux autres. Donc cette dispersion justifiée et injustifiée, on va le voir, elle présente vraiment des effets très différents. Alors bon, sans surprise, lorsque les dispersions salariales sont justifiées, elles ont plutôt tendance à affecter positivement la performance au travail des individus. A l'inverse, lorsque les salaires ou les écarts de salaire plutôt sont injustifiés, ça renvoie à un sentiment de frustration et c'est générateur de défiance, et ça conduit donc en règle générale dans les études à des résultats qui sont négatifs sur la performance. Donc je vous le disais, 115 études qui permettent d'obtenir plus de 1200 estimations statistiques consacrées au lien entre disparité salariale et performance. Études publiées entre 1990 et 2023, et des études qui couvrent 20 pays différents. Ce qui permet de faire des distinctions et de voir si dans certains pays, peut-être que les effets sont différents de ceux qu'on peut obtenir en France. Bon, entre nous, il y a 2 études sérieuses en France qui portaient sur le sujet académique. Donc sur les 115 études, il y a uniquement 2 études dans le contexte français. Donc là, c'est des perspectives de recherche. C'est certainement des travaux supplémentaires à mener dans les années à venir. Et puis, bon, sans surprise non plus, la majorité des études sont des études menées dans le contexte états-unien, aux États-Unis. Donc il y a 55 études qui sont américaines. Après, bon, il y a des études en Autriche, en Belgique, au Brésil, au Canada, en Chine, au Danemark. Bon, donc je vous disais plus d'une vingtaine d'études. Donc j'ai compilé tout ça, j'ai regardé tous les résultats des études, et puis j'ai essayé de voir qu'est-ce qui expliquait ces différences de résultats. Vous me dites si je suis un peu long. Non, franchement, c'est parfait. Je vous propose encore de continuer jusqu'à encore 5-10 minutes, et après, on passera sur la partie questions-réponses, parce que l'idée, c'est aussi qu'on ait une partie interactive. On a tous beaucoup de choses à dire sur les salaires, parce qu'on a tous impacté, et on a tous une expérience par rapport à ça, donc je pense que c'est hyper intéressant, et je redis aux internautes, n'hésitez pas si vous avez des questions. Par contre, moi, je ne vois pas les questions qui sont posées, je ne sais pas, voilà, ça sera un peu la question, ou sinon je verrai avec Hugo. Ouais, je vous laisse finir, et puis on rediscute. Très bien. Donc, je vais passer aux résultats de façon un peu plus précise cette fois-ci. Donc, ce que je peux rappeler ici très rapidement, c'est donc effectivement en moyenne, ce ne sont que évidemment des moyennes, on observe un effet positif des dispersions verticales sur la performance au travail. Ça, c'est le premier point. On peut l'estimer sous forme d'élasticité en économie. Donc, ça représente 0,02%. Ce n'est pas énorme. Ça veut dire que pour un écart de salaire de 10%, on va avoir une augmentation de la performance de 0,2%. Donc, c'est très marginal. Mais on souligne quand même un effet statistiquement significatif
positif pour les dispersions verticales. Pour les dispersions horizontales, là c'est difficile finalement de tirer un enseignement général sur les dispersions horizontales. Elles seront plutôt négatives. D'ailleurs, elles sont souvent plutôt négatives dans le cadre des travaux qui portent sur des équipes un peu resserrées. Il y a d'ailleurs tout un pan de la littérature très intéressant en économie qui porte sur les équipes sportives et la performance des équipes sportives. Et dans certains sports, et donc c'est surtout des études américaines, et donc il y a des études qui portent par exemple sur le baseball et des équipes sur le basketball aux États-Unis. Il se trouve que dans une équipe de basketball, c'est 5 joueurs, et puis qui sont en interaction assez forte entre eux, puisque ils vont se passer la balle et puis marquer des paniers. Et le baseball, c'est un sport d'équipe, mais en fait, c'est assez individuel. Il suffit de frapper dans la balle avec la batte et puis courir autour du terrain. Et donc, vous voyez que c'est deux sports un peu différents. Et donc, il y a des études qui ont d'ailleurs globalement montré que dans les équipes sportives, lorsqu'il y avait un écart de salaire important, c'est-à-dire un joueur superstar par exemple, et d'autres joueurs qui sont moins cotés et qui sont moins bien rémunérés, ça avait des conséquences négatives sur la performance des équipes. C'est peut-être ce que le PSG a compris avec l'époque Mbappé et est revenu. C'est une illustration, effectivement. Donc ça, c'est pour le football. Mais alors, ils ont fait, donc, des études ont été menées aussi, comme je le disais, dans le domaine du basketball et du baseball. Dans le domaine du basketball, ça a aussi un effet négatif. En revanche, dans le baseball, comme il y a moins d'interaction entre les joueurs, ça a un effet positif. Dispersion. Et donc là, on est sur des dispersions horizontales. Ces joueurs sont supposés donc avoir le même, être situés au même rang, on va dire, dans l'équipe. Donc là, ça illustre quoi? Si on transpose ça au domaine de l'entreprise, ça illustre le fait que les dispersions horizontales dans les groupes de travail vont avoir des conséquences négatives sur la performance au travail. Alors ça renvoie aussi à ce qu'on appelle le phénomène d'interdépendance du travail, c'est-à-dire que quand votre activité est liée à d'autres activités, par exemple un directeur commercial où ses primes de performance sont liées finalement aux résultats obtenus par ses commerciaux sur le terrain, qui eux-mêmes ont leurs propres primes liées à leur performance. Bon, il y a une forte interdépendance des tâches entre les individus. Et dans ce type de situation, ça va renforcer l'effet négatif donc des dispersions salariales horizontales. D'accord, on est vraiment dans le cas des dispersions horizontales. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat donc, qui confirme intuitivement ce qu'on envisageait, c'est-à-dire que les dispersions justifiées, là, ont un effet notable et positif sur la performance au travail. En revanche, les dispersions injustifiées ont un effet négatif sur la performance au travail. Alors, ça, c'est essentiellement des études qui s'appuient sur des estimations, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, mais où on considère qu'il existe une relation linéaire entre, ici, nos deux variables d'intérêt que sont les disparités salariales et la performance. Mais il y a aussi d'autres études, et ça renvoie aussi à des tas d'études qui ont été menées par ailleurs, qui montrent qu'au-delà d'un certain écart, la relation peut s'inverser. Ça serait une forme de courbe en U inversée. Donc la dispersion aide, mais jusqu'à un certain point, notamment dans le cadre des disparités verticales. Et il y a un certain nombre d'études, pas toutes, mais qui ont cherché à estimer ce seuil à partir duquel l'écart de salaire ne serait plus motivant, mais deviendrait démotivant. D'accord, c'est ça l'idée. C'est qu'au-delà d'un certain écart, la performance va se dégrader. Et on estime qu'en fait, au-delà de 1 à 10, d'un rapport de 1 à 10 entre le salaire le plus bas à celui le plus haut, on constate un effet négatif donc, de la dispersion salariale. Donc la relation ne serait pas tant linéaire que curvilinéaire, si vous voulez, et qu'au-delà d'un certain seuil, effectivement, les écarts de salaire ne sont plus, en termes de performance, optimaux. Alors, peut-être passer certains effets modérateurs. Donc l'idée, c'était justement de voir quels étaient les effets modérateurs, ensuite quels étaient les facteurs organisationnels ou culturels qui pouvaient affecter cette relation. Dans les facteurs organisationnels, j'en ai déjà évoqué un, l'interdépendance des tâches. Donc ça, c'est un facteur qui va affecter la relation entre les écarts de salaire et la performance des organisations.
C'est donc un des premiers facteurs organisationnels que j'ai voulu mettre en évidence à travers les études existantes. L'autre facteur que j'ai cherché à identifier, c'est tout simplement le niveau de rémunération. Évidemment, on peut intuitivement penser que quand on est mal rémunéré, on va être beaucoup plus sensible aux écarts de salaire. C'est le cas. En règle générale, on est beaucoup moins sensible aux écarts de salaire quand on est cadre que quand on ne l'est pas. Voilà. Donc, on retrouve ça quand on compile les études. Il y a donc un certain nombre d'études qui mettent cet élément-là en exergue. Quand finalement on est mal payé, les écarts entre collègues se voient plus, quelque part, et se vivent mal. Et finalement, au niveau des hauts salaires, les écarts comptent peu. Et on peut même dire parfois d'ailleurs qu'en termes de disparité verticale, les salaires peuvent stimuler, mais dans le cadre uniquement où la personne est mal rémunérée. Je ne sais pas si c'était très clair là, mais on aura l'occasion d'en reparler si vous souhaitez. Et je terminerai peut-être là-dessus, parce que le temps s'écoule. Donc, autre modérateur qui me paraissait intéressant, c'est cette question du contexte culturel. Alors, si on prend deux cas extrêmes, on va prendre le cas de la France et des États-Unis. C'est souvent des références assez extrêmes en matière de culture. Alors, notamment par rapport à l'esprit de compétition et par rapport aussi à la manière dont on perçoit les comparaisons, enfin en tout cas les écarts de salaire. Et ça renvoie à ce qu'on appelle dans la littérature en psychologie l'effet signal, l'effet tunnel. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Le salaire ne rémunère pas seulement. Le salaire pour les psychologues, il signale aussi la valeur sociale et la reconnaissance de l'individu. Les écarts vont être mieux acceptés quand ils reflètent le mérite et la compétence. Et donc, si on prend deux cas extrêmes, et si je renvoie donc à la façon dont est appréhendée, par exemple, la rémunération ou le salaire aux États-Unis, qui n'est pas du tout un sujet tabou dans le contexte américain, les écarts de salaire sont beaucoup mieux acceptés, notamment parce qu'ils imaginent finalement, se comparant aux autres et en observant le salaire de collègues, voire de supérieurs hiérarchiques, ça va finalement renvoyer un signal plutôt positif. En moyenne, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en moyenne, plutôt dans la culture américaine, les différences de salaire vont être perçues positivement parce qu'on va pouvoir s'imaginer, si le système méritocratique fonctionne bien, qu'un jour ou l'autre, on peut très bien obtenir ce salaire-là dans la mesure où on s'en donne les moyens et qu'on fait l'effort nécessaire. Donc ça, c'est la mentalité anglo-saxonne, culturelle anglo-saxonne. En France, on ne perçoit pas les choses de la même façon. En France, quand on se compare aux autres, qu'on compare les salaires de ses collègues aux siens, on va déjà, c'est un point de vue assez général, ça ne concerne pas uniquement d'ailleurs que les salaires, mais on va considérer que si la personne a ce salaire-là, c'est peut-être de la chance, voir qu'il est bien né, voir que il a su se rapprocher des bonnes personnes au bon moment. Et donc, on ne va pas mettre en avant le mérite et l'effort individuel qui expliquerait donc son niveau de rémunération. Et donc, on va remettre en question et ça va créer de la frustration, de la jalousie, de l'envie et des comportements dysfonctionnels. Et ça, c'est l'état d'esprit qui est beaucoup plus ancré, un état d'esprit qui est beaucoup plus ancré en France. Évidemment, en général, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça reste quand même un trait culturel assez partagé en France. Et ça explique d'ailleurs pas mal aussi de comportements dans d'autres domaines. Mais, et donc là, ça renvoie à l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est l'idée que on est à l'entrée d'un tunnel, il y a un péage, et puis on voit la file d'à côté qui passe, qui avance, et puis nous, on reste bloqué dans notre file d'attente. Donc c'est ça un peu l'idée de l'effet tunnel. Et si évidemment on a le sentiment de rester bloqué, ça engendre de la frustration, de la colère, tout ce qu'on peut imaginer. Donc là, les inégalités salariales sont plus stimulantes, comme elles peuvent l'être dans le contexte américain, mais elles vont être démotivantes. Donc il faut être très vigilant sur ces questions-là. Donc
à travers cette étude, j'ai essayé de voir un peu si quelques traits culturels de ce type pouvaient affecter les effets des disparités salariales sur performance. Et il se trouve qu'effectivement, il y a 2 traits caractéristiques. Je n'ai pas pu aller plus loin par manque de données, en fait. Et c'est peut-être quelque chose à creuser à l'avenir. Mais par exemple, la confiance. J'ai utilisé une source externe qui est une enquête qui est menée au niveau international sur la façon dont les pays se distinguent en termes de valeurs culturelles. Et il y a un item dans ce questionnaire qui pose la question de savoir si les individus dans une société font confiance aux autres. Donc vous voyez, bon, j'ai un peu extrapolé quand même des données nationales, culturelles nationales, des éléments ensuite qui relèvent de données organisationnelles. Bon, cela étant, c'est discutable évidemment, mais ça donne quand même un peu une idée de la façon dont ça pourrait affecter la manière de voir et de penser les comparaisons salariales. Et il se trouve que la confiance transforme les écarts de salaire en levier de performance. Si vous avez confiance, alors si on prend un cas plutôt d'entreprise, si vous avez confiance dans votre manager, dans la direction de l'entreprise, vous avez plus de chances d'accepter des disparités salariales. En tout cas, de les considérer comme un facteur plus motivant que démotivant. D'accord ? Et c'est valable autant pour les disparités horizontales que verticales. Enfin, verticales et horizontales. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et la confiance, ça renvoie aussi à ce qu'on appelle dans le jargon des spécialistes des organisations, à la justice organisationnelle. Et en particulier à la justice dite procédurale. Quand on parlait de transparence il y a quelques instants, là, ça renvoie clairement à l'idée qu'il faut absolument proposer de la transparence, notamment ne serait-ce que dans les critères d'attribution de primes, de bonus individuels ou collectifs. Cette notion de transparence, elle est importante. Parce qu'elle va renforcer la confiance. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, deuxième point, il faut que je termine, c'est l'esprit de compétition. Et là, sans surprise, effectivement, quand vous avez l'esprit de compétition, et là, ça renvoie à la théorie du tournoi, vous allez accepter plus facilement d'être mis en concurrence, de faire les efforts pour obtenir le prix ou la récompense, et donc être davantage motivé que si finalement l'esprit de compétition n'est pas quelque chose qui est important pour vous. Donc d'un point de vue culturel, il y a des sociétés qui mettent en avant l'esprit de compétition très jeune dans leur système scolaire, comme aux États-Unis, alors que dans d'autres, on va privilégier plutôt la coopération, qui est aussi un élément important pour l'activité dans les entreprises. En tout cas, d'ailleurs, certaines études montrent qu'en terrain compétitif, lorsqu'il y a trop de compétition, le chacun pour soi va vite remplacer le tous ensemble, donc, la cohésion. Donc peut-être, là je vais vraiment terminer, mais cette fois-ci en faisant un lien avec l'activité syndicale. Et quels enseignements, quelles conclusions on peut en tirer de tous ces résultats qui sont relativement denses, que j'ai évoqués. Il y a d'autres résultats qui sont disponibles dans le document qui a été publié, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'activité syndicale? Alors j'ai trois propositions qui peuvent être discutées et qui feront certainement l'objet de discussion, mais premièrement, remettre de la mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire contenir les écarts excessifs afin d'assurer une cohésion interne par la négociation collective. Je pense que c'est important parce que la plupart des études ont bien montré qu'au-delà d'un certain seuil de disparité, les écarts de salaire sont plus motivants, mais vont être donc démotivants. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, où là, les acteurs syndicaux ont un rôle à jouer. Dans le cadre des négociations salariales, par exemple, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau des branches, d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais qu'il faut redonner du sens. Redonner du sens, ça veut dire faire accepter les différences quand elles sont justes. Il y a cette question, parce que les différences apportent, on l'a vu, à partir du moment où elles sont justifiées. Mais à partir du moment où elles sont justes et transparentes.
Et là encore, les organisations syndicales ont leur mot à dire, peuvent intervenir pour faire en sorte que les procédures, les pratiques, les politiques définies au niveau des entreprises soient plus transparentes, voire associent peut-être plus souvent les représentants des salariés, les salariés eux-mêmes à ce type de décision. Donc redonner du sens, c'est important parce qu'on l'a vu, lorsque les écarts sont justifiés, ça conduit à une meilleure performance au travail. Et puis enfin, il faut ouvrir des voies. Alors là, c'est un travail plus large, hein, c'est garantir à chacun une chance réelle de progresser en soutenant la formation et la qualification des individus. Donc ça aussi, c'est des sujets hein, qui vous concernent directement. En négociant des parcours de carrière plus fluides, renforçant la base salariale. Là encore, avec l'idée derrière de proposer, on va dire, des parcours qui vont être considérés comme plus justes et équitables aux collaborateurs. Parce que les écarts de salaire ou même de conditions de travail en général sont des éléments qui vont intervenir dans le comportement au travail des individus. Voilà ce que j'avais envie de dire hein, par rapport au travail que j'ai proposé à la publication hein, et qui permettent donc d'alimenter hein, les discussions, les débats sur les questions des écarts de salaire. Et je pense que c'est beaucoup de choses aussi que vous, intuitivement, hein, que vous aviez à l'esprit. Merci. Ben, merci beaucoup. On peut peut-être vous applaudir d'ailleurs. Merci beaucoup pour le travail. Oui, je tenais déjà à vous remercier pour la qualité de l'étude. Franchement, sur le côté méthodologique, ça se voit quand vous le présentez. En fait, il y a vraiment un côté, on voit la rigueur en fait, et ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse de façon collective. Je pense parce qu'il y a tellement d'études, vous en avez parlé, c'est qu'après il faut faire la part des choses. Je pense que c'est le premier travail à faire. Je vais commencer. J'ai une première question à vous poser. On a l'impression que cette disparité des salaires, c'est un peu un mal nécessaire finalement pour une performance. Donc ça, c'est un peu le débat de fond. Mais néanmoins, il y a plusieurs choses pour y arriver. Il y a comment on met en place finalement les conditions. Enfin, il y a les conditions, la confiance. On a parlé de la confiance. Cette confiance, elle ne se décrète pas. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, pour moi, il y a la question fondamentale de la transparence. Mais la transparence, vous le montrez très bien dans votre étude, il y a jusqu'à où ça va la transparence. Parce que ça peut créer aussi beaucoup de frustration. On peut aussi se retrouver, finalement, s'apercevoir qu'on est dans un modèle où, finalement, ce modèle-là, parce qu'il est inéquitable, on se retrouve finalement projeté dans un... Enfin voilà, que ça soit vertical ou horizontal, finalement, la difficulté, elle est énorme. Donc, il y a la question des politiques salariales qui sont mises en place dans les entreprises, on pourra en reparler après. Mais cette question de transparence, il y a la transposition, justement, sur la transparence salariale. C'est quoi votre vision? Parce que j'entends les préconisations qui sont faites, elles sont intéressantes, mais comment nous, on peut l'articuler finalement? Parce que cette transparence-là, il faut trouver, il y a des entreprises qui vont jusqu'à une transparence complète des salaires, c'est-à-dire on peut se comparer, on a une progression salariale, on a une vision, François en parle souvent, il y a une progression de carrière. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne voit plus ces progressions de carrière, et donc la difficulté, elle est un peu là. Donc je voulais voir un peu votre avis par rapport à cette transparence. D'ailleurs, l'étude le montre un peu, des fois, il ne faut pas aller trop loin, et je pense il faut être précautionneux en amont pour être sûr que cette transparence-là, elle ne fasse pas éclater la confiance générale dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Hein. Donc la transparence, elle peut avoir des effets positifs, mais dans certaines situations, le fait d'avoir des informations qui permettent de se comparer directement et donc de porter un jugement souvent très subjectif, hein, c'est bien ça le problème, peut avoir des répercussions aussi négatives sur le comportement des individus au travail. Alors, la transparence totale, je pense que c'est risqué. D'ailleurs, dans la transposition de la loi européenne, il y a une transparence, mais c'est des agrégats, des indicateurs moyens qui donnent une idée du salaire. Mais ce n'est évidemment pas le salaire individuel qui est proposé. Donc, ça permet quand même d'éviter les problèmes. Alors, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, parce que avant ma vie d'universitaire, j'ai eu l'occasion de travailler pour un cabinet d'expertise comptable qui, en particulier, travaillait avec les comités d'entreprise.
je ne donnerai pas le nom du cabinet, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque sur le marché. Hein. Donc, il se trouve que je m'étais retrouvé dans un échange avec des délégués syndicaux élus au CE, et que l'un des délégués syndicaux était très remonté contre la direction, laissant entendre qu'il ne comprenait pas, son directeur de production est un incompétent, enfin bon, je vous passe les détails. Sauf qu'il voulait absolument savoir quelle était la rémunération du directeur de production. Et nous, on avait, en fait, dans le cadre d'une analyse économique et comptable, AEC à l'époque, on avait pas mal d'informations, et notamment on avait le salaire des 5 plus hauts dirigeants, on avait accès à tous les documents comptables. Donc, et on s'est bien tenu de lui donner le salaire du directeur de production. Parce que moi, ce qui m'a marqué à l'époque, j'étais jeune, mais ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que, il critiquait son directeur de production, et il a balancé comme ça une valeur de salaire qui était 4 fois, 5 fois moins que ce qu'il était payé réellement le directeur de production. Et donc on se disait, s'il savait réellement quel était le salaire du directeur de production, il risquerait d'être vraiment étonné, et ça pourrait même le conduire à des comportements excessifs. Donc on s'est bien gardé de le faire. Bon, c'est juste pour illustrer le fait qu'il peut y avoir déjà des décalages dans ce qu'on estime être le salaire des autres. Donc c'est une perception subjective. Et puis l'autre aspect, c'est que quand il y a trop d'écart, il aurait estimé que... Déjà, l'estimation du fait qu'il y ait trop d'écart est une estimation individuelle. C'est aussi une perception individuelle. Donc c'est très difficile en fait. D'un individu à l'autre, vous allez considérer que l'écart salarial est finalement pas si important, et donc ça n'aura aucun impact sur votre comportement. Et puis pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Donc cette dimension subjective fait que il faut rester transparent. Alors je dirais, par rapport à la transparence, c'est plus dans les procédures en fait que je trouve que c'est important. Je trouve que, moi je suis plutôt favorable au fait qu'il y ait une transparence sur les salaires, mais à partir de, comme je le disais, de salaires moyens qui me donnent un peu une idée. D'ailleurs, il y a des travaux récents qui ont montré que la transparence, les lois sur la transparence qui ont été mises en application dans les pays scandinaves, bien avant la France, montrent qu'il y a, par exemple, il y a beaucoup, depuis la mise en place de ces lois, il y a beaucoup moins de différences salariales entre les hommes et les femmes. Par exemple, ça réduit les écarts de salaire hommes-femmes. Il y a d'ailleurs une forme de méta-analyse qui a été réalisée récemment sur ce sujet-là. Donc ça va avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences justement sur les dispersions salariales, alors hommes-femmes en particulier, mais on peut imaginer que ça puisse en avoir dans d'autres circonstances, et que ça puisse certainement améliorer la performance des individus. Oui, parce qu'aujourd'hui, mais juste pour rebondir un peu par rapport à ce que vous dites, aujourd'hui on a un tassement des salaires, on a une difficulté à travailler sur les classifications au niveau des secteurs, etc., pour justement retrouver des respirations. Et cette idée de transparence, c'est très franco-français, mais c'est après pour avoir une logique, retrouver un peu une espérance, enfin voilà, un espoir sur sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, ce manque de transparence, on individualise beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais aussi une question par rapport à ça, sur la fameuse théorie du tournoi, le fait que voilà, c'est le chacun pour soi. Le monde du chacun pour soi, donc ça, c'est la compétition. Alors c'est très culturel, vous l'expliquez très bien dans l'étude. Il y a ce côté très culturel qui fait que, voilà, ce côté américain là, de self-made man, là, qui va aussi, chacun se gère un peu comme une petite entreprise. Mais est-ce que ça, on arrive vraiment à le mesurer? Est-ce qu'il y a la grande différence entre ce modèle anglo-saxon, on va dire ça comme ça, et nous, un modèle... plus feutré, on va dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que vraiment on peut dire ce modèle il est hyper performant au niveau économique, ou ça reste marginal, puisque il y a d'autres, forcément il y a d'autres, il y a bien sûr d'autres choses dans l'entreprise, d'autres enjeux qui vont faire bouger ça, mais voilà, je voulais un peu votre avis par rapport à ça pour rentrer un peu dans le détail. Alors oui, effectivement, la théorie du tournoi, c'est une théorie qui a été développée par un économiste américain, en s'appuyant d'ailleurs notamment sur des études empiriques menées aux États-Unis. Donc il s'applique plutôt on va dire au contexte américain. On peut envisager de le transposer dans le contexte français pour essayer d'expliquer un peu les faits, sauf qu'à ce jour, comme je vous le disais, le problème c'est qu'on manque d'études en France.
On a que 2 études vraiment sérieuses donc sur le sujet et qui ont montré donc alors de mémoire, là j'ai un doute en le disant, l'absence d'effet en réalité. C'est-à-dire qu'en France, les collègues n'ont pas été en mesure d'évaluer un effet vraiment important des disparités salariales sur la productivité. Et donc, on n'a pas vraiment de référence. Il conviendrait d'avoir des études supplémentaires pour justement valider ou invalider cette théorie du tournoi. Attention, la théorie du tournoi, c'est une théorie parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres théories qu'on peut mettre en avant et qui expliquent les phénomènes autrement. La théorie de l'équité, par exemple, une théorie aussi fortement mobilisée dans la littérature et qui montre à quel point le phénomène de comparaison sociale va avoir un impact sur le comportement des individus, notamment lorsque déjà, d'une part, il y a un déséquilibre entre sa rétribution et sa contribution. Ça, c'est le premier problème d'équité. Et puis le deuxième, c'est justement, lorsqu'il se compare aux autres, c'est ce rapport contribution-rétribution qui est inférieur ou supérieur à la perception qu'il a de la contribution-rétribution des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut fortement, enfin en tout cas bien expliquer dans certains contextes les résultats qu'on obtient. Mais faute d'études empiriques supplémentaires et rigoureuses, on peut difficilement finalement répondre à la question. Et une dernière question avant de passer pour faire le jeu des questions-réponses avec la salle et avec nos amis internautes, c'est peut-être le rôle des syndicats dans l'acceptation de cette politique salariale, mais dans le sens où ne pas accompagner l'indéfendable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on peut être aussi pour accompagner, je veux dire, s'il y a vraiment, c'est pour ça que je parlais de transparence, de confiance, si les conditions sont là pour que nous, on soit aussi là pour accompagner, mais ce n'est pas pour cacher. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il peut y avoir une ambiguïté justement entre le fait qu'il ne faut pas être complice, en fait. C'est un peu cette logique-là, parce qu'on peut se retrouver aussi instrumentalisé. Enfin, ouais, après, il y a des choix. On le voit aussi des fois dans les entreprises. On peut accompagner certains délégués syndicaux, enfin voilà, faire des choix qui font que finalement on perd notre neutralité. Et donc comment, alors j'ai bien aimé à la fin, comme vous disiez, les préconisations, mais finalement comment on fait ? Est-ce qu'il faut d'abord travailler par exemple sur les indicateurs de la transparence, etc., mettre en place les conditions qui permettent après justement d'avoir pouvoir accompagner l'acceptation, la fameuse acceptation. Enfin voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Oui, c'est vraiment l'idée. Que je pense que les organisations syndicales peuvent accompagner ce type de changement. Comme vous le suggérez, je pense qu'une réflexion en amont sur les indicateurs qu'on peut utiliser, qui pourrait même d'ailleurs être une réflexion spécifique à chaque entreprise, parce que chaque entreprise a ses spécificités, ses particularités, et donc avoir besoin peut-être d'indicateurs propres. Et donc là, c'est au plus près du terrain, c'est dans les entreprises, que les organisations syndicales peuvent intervenir et essayer de définir ces critères. Alors précisément, je n'ai pas de conseils précis à donner en la matière, mais je pense que derrière, c'est vraiment l'idée qu'il faut donner confiance dans le management, parce qu'il y a quand même, ces dernières années, quand même pas mal de critiques autour du management à la française en plus, qui serait un management un peu particulier, toxique, qui engendre des tas de problèmes au niveau des organisations pour les salariés. Et donc, ça nécessite effectivement, je pense, de réfléchir à ce type d'indicateurs, de façon à rendre plus transparent, plus équitable un certain nombre de procédures. Après, il faut que les directions jouent le jeu, mais ça, c'est un autre sujet. Et on va passer. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a un troisième micro ? Ouais. Le micro est là. Bonjour, merci pour la présentation. C'est une question sur la méthodologie, parce que j'ai bien compris tout le travail qui a été fait sur la dispersion des salaires, mais que vous comparez à la performance de l'entreprise, et comment vous la mesurez ? C'est les évaluations des salariés, c'est la performance financière, et dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est sur un court terme, sur un long terme ? Parce que c'est crucial dans votre étude, et j'ai pas bien compris comment vous la mesurez en fait. Alors c'est normal que vous n'ayez pas bien compris, parce que j'ai vraiment pas développé mes indicateurs de performance et la mesure. C'est vrai que ça aurait pu être... Oui. Alors juste
Justement, moi j'étais dans une grande entreprise où on était beaucoup évalué, on avait beaucoup de bonus basés sur la performance, notre supposée performance, et avec des systèmes d'évaluation qui pouvaient changer très souvent, qui étaient plutôt verticaux d'ailleurs, parce que quand on dit moi j'ai pas le souvenir que les syndicats dans ma société avaient été associés avec les systèmes d'évaluation, qui pouvaient parfois, certaines années, être vraiment très objectifs, et d'autres fois où on incluait du savoir-être. Alors là, si on n'était pas d'accord avec le management, on pouvait avoir une mauvaise note de savoir-être. Donc, je pense que voilà, la méthode d'évaluation pour mesurer la performance, elle est vraiment cruciale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça me donne l'occasion de préciser quelques éléments par rapport à ça. Les études utilisent des indicateurs de performance très différents les unes des autres. Donc, j'ai compilé l'ensemble des études qui s'intéressaient à la performance, à la fois économique, financière parfois, et d'ailleurs avec des distinctions qui sont faites dans les analyses. Et puis, j'ai occulté tout ce qui relevait des performances, on va dire, individuelles de type motivation. Donc, il n'y a pas de compilation de résultats sur la motivation, par exemple, ou la satisfaction au travail. Voilà, ou l'engagement et l'implication. On peut l'appeler de différentes manières. Mais effectivement, il y a des études spécifiques, mais elles n'étaient pas suffisamment nombreuses pour les prendre en considération. Et puis, c'est quasiment un autre travail. Peut-être dans les années à venir, je pourrais faire un travail similaire, mais en m'intéressant aux indicateurs de performance, on va dire, individuels. Donc, quels sont les indicateurs utilisés dans ces études? En fait, c'est des indicateurs objectifs, c'est-à-dire tirer des résultats comptables et financiers des entreprises. Donc, ces études cherchent à mettre en évidence par rapport à un contexte particulier, notamment d'ailleurs des indicateurs de dispersion qui sont très quantitatifs. C'est-à-dire simplement une base avec l'ensemble des salaires d'entreprise, un indicateur de dispersion d'entreprise de type coefficient de variation, je passe les détails statistiques, mais et ça va permettre, en faisant des études, donc de faire le lien avec ces indicateurs de dispersion avec des indicateurs comptables et financiers. Alors ça, c'est posé. Alors j'ai évoqué tout à l'heure les équipes sportives, c'est différent. Les indicateurs de performance, c'était les résultats au championnat, qui sont aussi très objectivés, très chiffrés. Donc c'est vrai qu'il y a des disparités de mesures que j'ai intégrées aussi dans l'analyse. Alors là, j'en ai pas parlé. Bon, un point que je pourrais évoquer ici, c'est qu'effectivement, les disparités salariales ont beaucoup moins d'effet sur la performance financière que sur la performance économique, mesurée par exemple par la productivité du travail. Pourquoi? Parce que c'est plus distal. Performance financière, en plus, il y a de l'optimisation comptable, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs. C'est même très complexe d'établir un lien. En revanche, avec la productivité du travail, qui est une mesure de performance économique qu'on peut simplement mesurer en faisant le rapport entre le nombre d'heures travaillées par les effectifs, ou enfin bon, un certain nombre d'indicateurs comptables, on peut assez facilement avoir une mesure objective de la productivité dans une organisation. Et mettre ça en parallèle avec les disparités de salaire dans l'organisation. Évidemment, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en contrôlant la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les études économétriques tiennent compte de tous les éléments qui peuvent affecter la productivité en dehors des seules disparités salariales. Il y a des tas d'autres facteurs qui sont pris en compte. Je ne vais pas évoquer ces éléments-là parce que c'est des détails techniques, mais ça fait partie des éléments qu'on prend en considération pour s'assurer de raisonner ceteris paribus, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs. Et de mettre en évidence ou pas un lien entre les deux variables. Une autre question peut-être, je vois dans la salle, s'il vous plaît. Je peux y aller? François, tu peux y aller. Bon, merci beaucoup pour votre exposé et surtout ce sujet est pour moi un sujet qui est le siège de mystère infini. Et donc vous nous envoyez quand même quelques clés pour décoder tout ça. Mais moi, il reste que je me pose quand même deux questions. Et je vais vous les poser. La première, c'est
est-ce qu'il existe un salaire de marché? Ça, c'est les grands trucs. Alors moi, je pense que non. Je vous le dis tout de suite, je pense que non, parce que sinon, le soudeur haute performance sous-marinier qui fait les soudures sur les pipelines, il serait mieux et plus payé que le PDG de la boîte qu'il emploie. Ce qui visiblement n'est pas le cas. Lui, il est rare, le PDG, il est très interchangeable, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs. Bon. On sait tout ça. Donc à l'évidence, ça ne marche pas. Et ma deuxième question, alors là, c'est pour moi une immense perplexité. Pourquoi est-ce que l'échelle des salaires, qui est linéaire sur 95% du graphique, devient exponentielle dans les 2 ou 3 derniers pourcents? Pour moi, c'est un mystère absolu. Et au passage, je pense, vous allez peut-être me le confirmer, ça n'a pas toujours été le cas dans ces dimensions-là. Et au passage, ce n'est pas le seul produit qui connaît cette évolution. Il y en a un autre que je trouve pas mal, en comparaison, c'est le marché du pinard. Finalement, les prix se tassent, la qualité reste là, mais certaines grandes bouteilles que personne ne boit, dont on ne sait pas apprécier la qualité, par contre, atteignent des prix astronomiques. Et moi, je vois une belle comparaison avec le salaire de nos grands patrons. Finalement, on ne sait pas trop apprécier la qualité de leur gestion. On n'a pas trop accès, finalement, au contenu du flacon. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les prix s'envolent. Moi, pour moi, c'est un mystère absolu. Mais peut-être que vous avez une partie de la réponse. C'est un mystère pour moi aussi. Bien sûr. Non, c'est plus. Oui, c'est pas tant des questions que des remarques complémentaires là que vous apportez, parce qu'effectivement, j'ai pas de réponse à vous apporter sur un constat que je fais également, hein, sur l'idée qu'on a des échelles de salaire qui sont pas linéaires jusqu'au dernier décile. Et donc, oui, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Je dirais peut-être que, oui, non, j'avais envie de vous renvoyer la balle en disant peut-être que c'est aux organisations syndicales de faire en sorte que les choses changent. Mais c'est très compliqué. Sur les rémunérations des grands dirigeants, vous savez par exemple que, alors pour le coup, on parlait de transparence tout à l'heure, mais quand on a rendu transparent les salaires des PDG aux États-Unis, ça, vous savez, ça a conduit à quoi? À un renforcement, à une augmentation des salaires des PDG aux États-Unis. Et bien oui, voilà, ceux qui étaient moins bien payés ont revendiqué les salaires plus élevés pour s'aligner sur le salaire de leurs collègues. Donc ça c'est encore un effet oui, qui est marginal, mais qui est quand même quelque chose qu'on a pu observer quand on a remis en question la transparence des rémunérations des PDG. Donc je pense que, bon, alors après, ça peut renvoyer à des débats plus larges sur la place de la loi par rapport au marché aussi. Donc voilà, donc là, il y a effectivement tout un débat là-dessus. Est-ce qu'on passe par le marché? Est-ce qu'il faut que tout passe par le marché? Bon, personnellement, je suis pas favorable. Je suis plutôt favorable à une intervention minimale de l'État, de la loi, notamment dans les questions sociales. Mais bon, ça c'est un point de vue. Après, il faut le défendre. Je pense que ça passe beaucoup par les organes de gouvernance. On est très peu. On fait tout un travail aussi, justement sur j'anime le cercle des administrateurs salariés, par exemple. On est peu représenté dans les comités de rémunération, par exemple, qui sont là les endroits où on décide. C'est très révélateur d'ailleurs. Si on n'est pas dans les comités de rémunération, ça veut bien dire quelque chose. On en fait tout un travail. Pourquoi pas, il y aura une loi Pacte 2, on pourra discuter ces questions-là, parce que cette question-là est fondamentale. Dans les grands groupes, c'est le conseil d'administration, ou c'est les actionnaires après qui vont décider en Assemblée générale. Et c'est vrai que ces questions-là, elles sont très complexes. Et je voulais revenir d'ailleurs sur cette question-là, c'est la confiance. Finalement, la confiance qu'on a dans la direction, est-ce que c'est marginal? Il y a ces directeurs, etc. Il y a des cas. Enfin, moi, je m'interroge quand même sur ce qui se fait chez Stellantis, quand même, ce qui s'est passé. Un directeur qui vient quand même pour, à mon sens, avec une vision très court-termiste et qui ne prépare pas l'appareil productif pour demain. Ça, c'est une question fondamentale sur laquelle les représentants du personnel devraient être associés. Ça passe par le comité de rémunération,
ça passe par les administrateurs salariés, ça passe par les orientations stratégiques, et on a l'impression que non, en fait. Que finalement, donc, et il y a un peu ce mercato, en fait, c'est ce que disait François, il y a un mercato de dirigeants, et pour moi, ce n'est pas un bon signal envoyé aux salariés, et c'est une défiance, en fait. Donc j'ai du mal à comprendre comment, c'est pour ça que l'étude est intéressante sur cette confiance, comment finalement c'est perçu par les... Enfin voilà, je ne sais pas comment on peut le ramener, mais parce que finalement cette confiance-là, elle est dans la politique salariale, mais aussi on doit montrer l'exemple au plus haut niveau de l'entreprise. Donc c'est vraiment... Alors, et puis ce qui est aussi interpellant dans votre étude, c'est qu'on accepte beaucoup mieux quand on est à haut niveau finalement ces disparités salariales. Donc c'est comment on crée ce cadre de confiance générale en fait. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Oui, vous parliez de l'actionnariat salarié, par exemple, enfin, non, indirectement, mais la participation aux organes de direction ou des entreprises, c'est, je pense, un élément essentiel. Alors, c'est récent en France, mais je pense qu'il faut le développer. Et à juste titre, effectivement, vous évoquez le fait que les représentants des salariés sont souvent peu représentés dans les comités de rémunération. C'est vrai que c'est le cas. Et il faudrait renforcer la place des représentants du personnel dans ces comités. Oui, la difficulté, c'est qu'il faut être adoubé en fait pour pouvoir être dans le comité de rémunération. Il faut vraiment être dans un cénacle en fait. Il y a cette logique-là qui est très française aussi, ce côté-là. J'ai une question à vous poser de Stéphanie qui est en ligne et qui vous pose la question: quel rôle joue la transparence des rémunérations? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est en complément. Quel rôle joue la transparence des rémunérations dans la justification des écarts salariaux? Là, on rentre vraiment dans le détail de la... Alors oui, c'est le cœur du mécanisme en fait. La transparence, c'est une façon... alors, on l'a vu, à partir du moment où il y a cette comparaison innée chez les individus, et donc qu'on se trouve... Alors, rappelez-moi quand même la question. J'ai un oui, doute, parce que ça va un peu plus loin. C'est vraiment quel rôle joue la transparence des rémunérations dans la justification des écarts salariaux? C'est-à-dire vraiment comment... voilà, on inverse là la problématique, en fait. C'est plutôt... C'est pour ça que j'étais en train d'essayer de reformuler la question dans ma tête. Et, je pense que ça renvoie à la question de justice procédurale, tout ça. Donc il y a 3 formes de justice organisationnelle. Justice distributive. Donc là, c'est le fait de payer... donc un salaire qui correspond donc au travail réalisé. Donc il faut qu'il y ait une forme de justice distributive, c'est-à-dire que les salaires soient équitablement versés aux uns et aux autres. Donc là, c'est la première comparaison qui peut induire donc, des conséquences, on va dire, sur les individus. Et donc la transparence là, va intervenir dans le cadre de la justice distributive. Après, vous avez donc la justice procédurale. Et là, cette fois-ci, c'est dans la manière dont on va attribuer justement ces salaires qu'il faut être en mesure d'être suffisamment transparent pour que les individus n'aient pas le sentiment que la prime qui a été attribuée à son collègue s'est faite de façon discrétionnaire parce qu'il s'entend bien avec son manager. Donc ça, c'est déjà donc ces deux dimensions de la transparence qui vont avoir... donc des conséquences sur le comportement des individus, à la fois distributif et procédural. Pardon. Il y a une autre forme, alors ça renvoie, là c'est plus de la transparence, mais il y a une autre 3e forme de justice organisationnelle, c'est ce qu'on appelle la justice interactionnelle. Et là c'est dans la manière dont les managers se comportent avec leurs collaborateurs. Si vous avez votre chouchou dans l'équipe et que voilà, ça se voit trop, ça va avoir des conséquences sur les autres. Donc ça, c'est la justice interactionnelle. Et là, pour le coup, la transparence, elle n'a pas lieu d'être. Enfin là, c'est juste un ressenti. Mais si on arrive à renforcer justement la transparence en matière de justice distributive et en termes de justice procédurale, je pense que ça contribue à améliorer donc le comportement des individus au travail. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question posée, mais bon, voilà, l'idée générale sur la question de transparence et ses effets sur le comportement des individus. J'en profite, je voulais rebondir par rapport à cette logique de cohésion d'équipe, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des collectifs très dispersés, il y a le télétravail, etc.
Vous avez parlé, il y a des différences entre les petits collectifs et des collectifs plus importants. Comment on arrive à recréer aussi la motivation, de l'émulation dans le groupe? Est-ce que la politique salariale, à travers votre étude, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un critère important, de cohérence, de cohésion, etc.? Oui, c'est ce qui ressort nettement, hein. La politique salariale, elle va permettre, les disparités salariales vont, à partir du moment où elles sont modérées et qu'elles sont justifiées, c'est surtout ça, contribuer à une meilleure cohésion dans les équipes. Et ça renvoie donc à ce facteur modérateur d'interdépendance des tâches aussi, hein, quand vous êtes très lié à vos collègues. Et en même temps, c'est risqué parce que si effectivement, dans ce type de contexte, il existe ou il est perçu des disparités fortes, ça va avoir des conséquences très négatives. C'est un peu, donc ça assure la cohésion, et en même temps, s'il y a trop de disparités, ça va donc nuire à la cohésion. Donc là, tout va dépendre des contextes, là encore. Mais ce qui est bien montré dans les études, notamment qui portaient sur les équipes sportives, c'est-à-dire que on va dire là, les compressions salariales, je ne vais pas parler de dispersion, mais la compression salariale contribue à la performance dans ce cas. C'est beaucoup moins vrai dans les grands collectifs, les plus grands collectifs de travail. Et par rapport au contexte actuel, où effectivement on constate le développement du télétravail et donc un manque de cohésion dans les équipes, alors moi je trouve que ça peut avoir des effets négatifs sur la cohésion des équipes. Donc je vois une question qui vient d'arriver sur le chat. Que pensez-vous d'une indexation des salaires sur l'inflation? Je me permets un petit rebond. C'est vrai qu'on a vu en période d'inflation, on a vu un pays par exemple comme la Belgique qui a fait ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires, finalement qui a justement répondu à cette question-là. On a toujours peur, nous ce qu'on nous dit en France, c'est la boucle inflationniste, salaire-prix, etc. Finalement on voit qu'en Belgique, ils ont réussi justement à... Il n'y a pas eu cet effet-là. Et l'autre point, c'est que cette difficulté d'indexation que du SMIC, c'est la difficulté qu'on a, nous, représentants du personnel. On en parlait tous les deux tout à l'heure. C'est un peu cette difficulté, justement, à courir derrière à chaque fois, avec des minima de branches qui sont inférieurs au SMIC, et voilà, et devoir faire la police. Donc ça fait un tassement en plus des salaires vers le bas, de façon mécanique. Donc voilà, c'est vraiment que penser d'une indexation des salaires sur l'inflation. Voilà, merci. Automatique. Oui. C'est une question qui sort un peu du sujet, mais alors là, c'est plus un point de vue personnel. Je n'ai pas d'argument forcément économique à avancer pour justifier l'indexation des salaires sur l'inflation, si ce n'est qu'à partir du moment où, comme je l'ai indiqué quand même dans l'étude, les disparités salariales sont moins mal perçues lorsque les niveaux de rémunération sont plus élevés. L'idée que le salaire minimum soit indexé sur l'inflation contribue quand même à améliorer l'ensemble des rémunérations et par conséquent pourrait, je mets un conditionnel, pourrait réduire les effets négatifs des écarts de salaire sur la performance des individus. L'idée générale derrière, c'est de dire que tout ce qui peut améliorer, on va dire, le salaire des individus est une bonne chose. Et même plus globalement pour l'économie, mais après il y a des tas d'autres contraintes qui interviennent et sans parler on parlait de compression des salaires notamment pour les cadres en introduction, mais il faut aussi que derrière il y ait une revalorisation de l'ensemble des salaires et pas uniquement des salaires les plus bas. Le problème derrière ça, c'est la politique de l'offre. C'est-à-dire que soit on fait un choix en amont sur l'indexation des salaires, soit c'est le quoi qu'il en coûte qui est indifférencié. Donc du coup, il y a un saupoudrage. Aujourd'hui, on se pose là, quand on voit il y a beaucoup de débats sur la dette, et c'est vrai que cette question-là, elle est fondamentale, parce que est-ce que c'est une juste répartition de la charge en fait? Pour moi, il y a vraiment cette question-là. Une question qui nous est posée on va peut-être poser la question de Catherine parce qu'elle est en lien justement avec les salaires. Comment pouvons-nous justifier qu'il y ait un écart quand les conventions collectives donnent un minimum salarial et non une fourchette? Donc ça, je ne sais pas si... Ouais.
C'est un sujet technique, ça. C'est un sujet plus Il y a peut-être technique. C'est des, vrai que c'est pas forcément. Les réponses dans la salle, plus que... Ça sera peut-être nous. On vous répondra après, Catherine. Une question de François. Que paye-t-on avec le salaire, du renoncement à du temps libre, une performance, une compétence, du renoncement à une forme de réalisme ou de moralité? Cette question, elle est importante aussi. C'est vrai que c'est la question de... Qu'est-ce qu'on paye? Ouais. Alors, un spécialiste de GRH va vous dire qu'on paye déjà la motivation de l'individu. La rémunération, c'est aussi donc un facteur d'attractivité pour l'entreprise, pour finalement attirer les meilleures compétences, hein, on appelle les talents aujourd'hui. C'est aussi, on paye, il y a un cadre légal qui fait que, voilà, évidemment, on paye le travail de l'individu. Qu'est-ce qu'on paye encore? On paye, oui, donc je l'ai dit, motivation essentiellement, attractivité, donc le travail proposé. Oui, mais c'est essentiellement ces facteurs-là qu'on paye. C'est aussi, alors on paye aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un moyen de reconnaître le travail des individus. Là, c'est plus une dimension psychologique, mais elle est importante. C'est une reconnaissance du travail. Moi, je voudrais préciser la question de François, que je trouve assez adaptée au débat. Moi, je fais référence à cette sortie de Arnaud Montebourg. Je ne sais pas si vous en avez le souvenir. Il y a 1 ou 2 ans, il a cette phrase s'agissant de la désindustrialisation et de la responsabilité énorme des patrons dans les scandales Alstom, Péchinet. J'en suis un ancien de Péchinet, etc. Je peux documenter le truc. Et il a cette phrase: la trahison, elle a un prix. Et après, il énonce les millions qu'ont touché les PDG en question à l'occasion de ce qu'on peut considérer, il y a débat, moi j'ai mon avis, comme une forme de trahison par rapport à l'entreprise qu'ils étaient censés protéger et faire croître. Et moi, je mets cette intervention en lien aussi avec la question du caractère très intrigant pour moi, des rémunérations exponentielles, qui pour moi n'a pas de sens sur le strict plan rationnel, et donc je rappelle que c'est déconnecté des résultats rationnels de développement de l'entreprise, même si par ailleurs ils sont connectés au profit maximum qu'en tirent les actionnaires pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait la problématique Nestlé, la problématique Boeing, Kodak par le passé, etc. Donc moi, pour moi, il y a ça aussi, ce renoncement payé par des salaires extraordinairement élevés à une forme de rationalité et de conscience. Et partant de là, je trouve que là encore, on arrive sur un terrain quand même intéressant à explorer, mais assez sauvage. Et est-ce que ça rentre dans le champ des questions que vous vous posez là aussi? Alors, indirectement. Mais effectivement, ces rémunérations astronomiques de PDG paraissent complètement irrationnelles. Il y a pas... alors certains vont dire que c'est le marché. Voilà, justement, là, c'est le marché qui explique ces salaires très élevés. Si on veut des PDG ultra compétents, formés dans nos grandes écoles, qui sont souvent en plus issus du même réseau d'anciens. Enfin bon, il faut pouvoir les rémunérer et en plus s'aligner sur les salaires au niveau international des grandes entreprises, des multinationales. Bon, alors, là où c'est lié par rapport à ce que je n'ai pas directement étudié ce phénomène-là dans l'étude. Ce qui ressort de l'étude, en revanche, c'est qu'à partir d'un certain seuil, ça devient c'est plus seulement irrationnel, c'est que ça conduit à des comportements qui sont néfastes à la performance des entreprises. Quand il y a trop d'écart, c'est très très mal perçu. Bon, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est quand même un débat assez récurrent depuis quelques années. Il y a des propositions même politiques qui sont faites. Bon, il ne faut pas la taxe Zuckman, mais bon, il y a des tas d'éléments
qui s'inscrivent un peu dans ce contexte assez général. Donc je n'ai pas d'éléments précis par rapport à cette question-là, mais cela étant, en mettant en avant le fait que si les disparités salariales sont trop fortes, et c'est ce qui a été donc étudié dans certaines études, hein, bah, ça va avoir des conséquences négatives sur le comportement des individus. On a du mal, on a de toute manière naturellement une aversion aux inégalités. Donc quand les inégalités sont aussi fortes, évidemment ça a des répercussions sur notre psyché, sur notre comportement au final. Et là il faut essayer de faire en sorte de réduire ces inégalités si on veut vivre en société, hein, quelque part. C'est un débat plus large. Hein. Il y a un exemple que vous donnez d'ailleurs dans votre étude qui est assez révélateur d'un chef d'entreprise qui décide de jouer la transparence salariale à fond et donc il décide de se mettre le même salaire. Alors, je ne sais pas si c'est cadre, enfin, j'ai $70 000, j'ai en tête, enfin, oui, c'est ça, de façon très neutre, etc. Et en fait, ça fait exploser le mindset dans l'entreprise, etc. Parce que voilà, ils ne sont pas prêts. Donc, ma question elle est la suivante. En France, on a, par exemple, la raison sociale, on a apporté ça. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer, en fait, le modèle de l'entreprise? Alors, quand je dis réinventer, c'est repenser, en tout cas, cette logique-là. Est-ce qu'il faut tendre vers... Il y a de nouveaux modèles, les scopes, etc. Est-ce que ça pourrait être aussi dans une nouvelle étude, enfin des réflexions autour de ça, pour justement, parce qu'on en arrive aujourd'hui c'est aberrant en fait. On est dans un système aberrant, plus personne n'y croit, donc on fait semblant d'y croire à travers des valeurs, etc. Donc est-ce qu'il ne faut pas repenser finalement le modèle de l'entreprise, enfin en tout cas sur la partie salariale, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, c'est des pistes à explorer. Hein. Tout ce qui peut finalement associer peut-être plus largement les salariés à la gouvernance des entreprises. On a parlé tout à l'heure de la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration, dans les comités de rémunération, etc. Mais même plus largement, dans tous les systèmes où il y a des décisions qui sont prises, l'idéal, ce serait quand même de faire en sorte qu'il y ait des représentants des salariés qui soient associés. Il y a beaucoup d'études, en revanche, en économie comportementale qui ont montré qu'à partir du moment où les individus étaient associés déjà en amont à une prise de décision, ils avaient plus de chances d'accepter cette décision par la suite. C'est beaucoup plus facile de faire accepter une décision à quelqu'un qui a, à un moment ou à un autre, été sollicité, consulté et été informé. D'où le rôle, à mon avis, important des comités d'entreprise aussi, enfin des CSE. Hein, même si, dans bien des cas, c'est difficile pour les représentants des salariés d'avoir voix au chapitre. Mais bon, c'est une piste à explorer, vers laquelle, dans l'idéal, il faudrait tendre. C'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est très difficile. On nous oppose souvent la cogestion à l'allemande. On nous dit « Ah là là, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors que voilà, on voit bien qu'il y a franchement une inadaptation de certaines organisations patronales sur ces questions-là, parce qu'il faut vraiment repenser les modes de gouvernance, etc., les faire évoluer. Pour ça, je parlais de la loi Pacte 2, je pense que c'est important qu'il y ait des réflexions. Et il y a à la fois le nombre, mais ce n'est pas tout. C'est aussi comment on arrive à les équiper et à les aider à être décideurs associés, parce qu'aujourd'hui, sinon, je parlais des comités de rémunération. Si on est associé, c'est viens avec nous. Voilà. Donc il y a un côté, il faut aussi qu'on soit là pour faire notre rôle de représentant du personnel. Donc ça, je pense que c'est important. Une question de Catherine qui vient d'arriver. Seuls les DRH ont la connaissance des grilles de salaire dans l'entreprise. Il est difficile d'avoir une vision égalitaire entre le grading et le poste qui peut être différent selon la personne. Comment alors identifier si c'est normal ou non? Oui, alors je pense que jusqu'à maintenant c'est le cas, mais ça va évoluer prochainement. Oui, avec les directives européennes, on va se retrouver avec la possibilité maintenant d'avoir des informations plus précises sur les grilles de rémunération. Je n'ai pas en tête de détails de la loi qui va être transposée, la loi européenne qui va être transposée en France, mais il y a cette idée-là en tout cas. On va continuer par les questions au fond, là, Christelle. Pardon. Le micro, ouais, parce qu'il y a pour les internautes. Merci beaucoup. Je me permets, j'avais une question. Je voulais savoir quelle était la perception intergénérationnelle. Parce que, effectivement, déjà, les nouvelles générations, comment elles voient les choses, à peu près. Et puis, il y a des différences de salaire intergénérationnel à certains niveaux de poste. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je me disais, ok, la personne plus âgée que moi, elle gagne plus que moi, mais bon, c'est pas grave parce que je vais avoir une augmentation de salaire, puis un jour,
un jour, je serai à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, c'est le contraire, hein, je suis un peu plus âgé. Donc, donc deux aspects, deux questions derrière. C'est cette différence de salaire intergénérationnel, hein, de par la particularité des salaires, au moins en France. Et puis la deuxième chose, par rapport à ces inégalités de salaire, comment les jeunes, aujourd'hui, les nouvelles générations se positionnent, et notamment en termes de motivation, c'est quoi l'impact sociologique de tout ça? Parce que il y a l'aspect entreprise, mais ces inégalités, in fine, elles génèrent la société qu'on est aujourd'hui, et tout le comportement qu'il peut y avoir de façon globale. Alors, sur la première question, il y a des travaux qui ont cherché à évaluer effectivement les différences de comportement entre les jeunes salariés et les plus anciens. Et ce qui ressort de ces études, c'est clairement que l'effet signal prédomine chez les jeunes. Donc c'est exactement, vous avez pris votre cas, mais c'est illustratif finalement du comportement assez général des jeunes salariés. C'est-à-dire qu'ils vont être moins sensibles aux questions de disparité, ou en tout cas ils vont être sensibles positivement. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se projeter et imaginer que dans quelques années, ils pourront occuper cette place dans l'entreprise avec ce niveau de rémunération. Donc il y a peu d'études sur le sujet, mais celles que j'ai en tête, effectivement, mettent en avant la prédominance de l'effet signal par rapport à l'effet tunnel que j'évoquais tout à l'heure. Sur la deuxième question, alors là, ça sort quand même un peu du travail, et c'est des questions qui sont quand même pas très explorées encore. Sur le il y a beaucoup d'enquêtes sur la génération Z, je ne sais même plus, la génération Z, hein, ça a peut-être encore changé. Oui, c'est bien ça. Il y a les millénials, enfin bon. Et quoi après? Ouais. Donc il y a assez peu d'études là-dessus. Ce qui ressort, c'est l'idée que peut-être les plus jeunes sont un peu moins sensibles aux questions de salaire parce que vont privilégier justement leur temps libre, le loisir, sont beaucoup moins carriéristes qu'on a pu l'être quand notre génération, et donc vont finalement être moins préoccupés par les questions salariales que leurs aînés. Mais là encore, j'ai pas en tête d'études scientifiques rigoureuses et sérieuses sur cette question-là. C'est souvent quand même des enquêtes qu'on peut lire ici ou là, qui mettent mettent en avant des différences entre générations. Donc j'ai pas de réponse précise à apporter par rapport à ça, mais c'est un peu le sentiment général qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport au comportement des jeunes générations. Mais sur la question des disparités salariales, de la façon dont je les appréhende, il y a quand même quelques études qui montrent bien que les jeunes pensent qu'ils peuvent donc évoluer, et donc l'effet signal serait prédominant par rapport à l'effet tunnel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que cette transparence des salaires et des grilles de salaire, un des effets négatifs de la transparence est finalement, soit il y a un côté discrétionnaire, la prime discrétionnaire, toi je t'ai choisi et c'est une façon de passer le truc, ou alors d'individualiser, et beaucoup, donc on voit la performance individuelle, et d'avoir un système à deux vitesses, celui de l'affichage de la transparence des grilles, là tout le monde est clair, etc., c'est ce qui sera présenté officiellement, et d'avoir un système à deux niveaux, quoi. Enfin, est-ce que vous pensez que c'est un peu les effets négatifs sur une transparence qui est décrétée, mais après, comment on la met en place, quoi? Oui, alors ici, là, ce serait risqué d'adopter ce type de dispositif. Parce que l'idée de la transparence, c'est qu'il faudrait aussi être transparent sur les critères d'attribution des primes, etc. Donc, par rapport aux résultats obtenus, là, ce serait, dysfonctionnel, quelque part. Alors après, ça ne veut pas dire que dans certaines organisations, on va retrouver ce type de situation. C'est tout à fait possible, qu'effectivement, on ait une grille salariale assez transparente, et puis qu'à côté de ça, on mette en place des dispositifs qui permettent de contourner, ou en tout cas, dans le cadre d'un système plus individualisé de rémunération, qu'on puisse contourner un peu, ou en tout cas avoir des dispositifs moins transparents. Mais dans ce cas, effectivement, ça viendrait nuire au collectif. Alors là, je vous fais une petite remarque. Je travaille aussi sur la question de l'intelligence artificielle.
Et la façon dont c'est introduit dans les entreprises aujourd'hui commencent à mesurer en fait, elles mettent des indicateurs d'utilisation, enfin en tout cas des indicateurs de performance et de productivité autour de l'IA. Ça va être, alors c'est très subjectif en fait, on s'aperçoit que ça va être, Microsoft par exemple a travaillé sur ces questions-là, ça va être le nombre de mails qu'on envoie, le nombre d'interactions qu'on va avoir via des chats, etc. Donc cette notion-là demain, cette notion de performance, il faut l'avoir en tête. Il y aura aussi cette logique de performance numérique, finalement. Il y a un côté très performatif aussi, hein, c'est-à-dire que les entreprises doivent prouver que l'IA fonctionne, beaucoup l'IA générative d'ailleurs, les modèles de type ChatGPT, etc. Donc il va y avoir cette surinterprétation de la performance. Donc voilà, ça c'est une réflexion plus générale, mais pour revenir sur cette logique de performance, parce que tout à l'heure, vous disiez sur la définition du salaire, c'était plus le salaire, enfin le temps attribué, etc. Cette logique de performance, on a du mal à la mesurer dans le cadre de cette notion pure de salaire. Oui, tout à fait. Je pense que ça va rendre difficile l'évaluation de la productivité des individus. Ou alors il va falloir réfléchir à des indicateurs qui vont permettre de prendre en considération ces nouvelles tâches, ces nouvelles activités au sein des organisations. Donc là, il y a une réflexion à mener. Donc ce qui va certainement poser pas mal de questions dans les années à venir. Une question, je vois là-bas. Oui. Vas-y, n'hésite pas. Oui, merci. Une question sur la disparité des salaires entre les femmes et les hommes, puisque j'espère qu'on va y venir, hein, notamment à travers la transparence la directive européenne. Ma question, elle est, finalement, quand on constate les données qu'on a, souvent on parle des écarts de salaire entre femmes et hommes, mais ce sont toujours des moyennes. Et finalement, quand on regarde les échelles de salaire, ce qu'on constate, c'est que cette disparité, elle est plus grande plus on monte dans les salaires, et puis aussi avec entre la fin de carrière et le début de carrière, et notamment en fin de carrière, il y a des écarts qui sont plus grands. Et donc ma question, c'est quel est votre avis et vos constats sur ces disparités hommes-femmes, notamment pour les cadres dirigeants, sur la question de la productivité? Alors, je n'ai pas en tête les travaux qui ont cherché à mettre en relation donc, les disparités hommes-femmes et la productivité. En revanche, donc, il y a quand même pas mal d'études qui ont été menées ces dernières années sur les disparités salariales femmes-hommes ou hommes-femmes, hein, donc dans les organisations, et qui ne sont pas toutes homogènes, hein. Les résultats sont assez contradictoires encore. Alors, déjà en termes scientifiques, si on raisonne toutes choses égales par ailleurs, les disparités existent, mais elles ne sont pas de l'ordre de 20%, hein, 20-25%, elles sont plutôt de l'ordre de 5%. Quand on prend en considération évidemment le type d'emploi, la durée du temps de travail, etc. Donc là encore, hein, quand on est sur ces débats-là, il faut bien avoir à l'esprit que ce qu'on affiche dans les médias, dans les journaux, c'est souvent la disparité, mais sans tenir compte de toutes les conditions qui font que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes, etc. Donc là, on est sur des disparités qui sont de 5%, mais qui sont, donc on parle d'écart salarial non expliqué. Donc ça reste une forme de discrimination, parce que là, il n'y a rien qui explique ces 5%, il y a quand même une discrimination. Alors premier point dans les études, si on prend, il y a des méta-analyses d'ailleurs là-dessus, hein, donc, si on prend donc l'évolution des écarts salariaux, premier constat, c'est que depuis les 20 dernières années, il y a une réduction de l'écart salarial femmes-hommes. Donc c'est plutôt positif. On n'y est pas encore, mais il y a quand même une réduction du phénomène. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, la transparence des procédures de rémunération, etc., joue en faveur aussi, hein, de la réduction de cet écart. Donc ça, c'est un des points que je voulais évoquer par rapport à votre question. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Bon, il y a des facteurs. Alors, des études intéressantes, c'est des études qui portent sur les facteurs culturels. En fait, cette discrimination, cet écart salarial entre les hommes et les femmes, elle est difficile finalement à réduire, parce qu'il y a des éléments culturels qui rentrent en compte et qui font que il faut du temps. Ça va venir, mais les dispersions hommes-femmes, les dispersions de salaire hommes-femmes, il va falloir plusieurs années avant que les choses évoluent et qu'on arrive à une égalité totale
sur les salaires entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Je vais peut-être passer. Et en fait, il y avait la question de la productivité. Parce que moi, j'avais vu des études, notamment d'entreprises qui sont gérées où à la tête, il y a des femmes et qui pouvaient être dites plus productives. Mais je ne sais pas si c'était des études très scientifiques, ou en tout cas un certain nombre de choses qui étaient posées. Et donc, voilà, savoir si vous aviez des études autour de ça. Non, à ma connaissance, j'ai pas d'études. Il existe certainement, mais j'ai pas les résultats de ces études en tête. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Une idée pour la prochaine fois. Voilà. Oui, je me permets de rebondir sur cette question qui est intéressante. C'est dans les entreprises, on a mis en place un baromètre de l'égalité salariale. Donc on peut supposer que c'est une idée qui tend vers la transparence. Mais après, là, c'est à titre personnel, on a tous des expériences dans les entreprises. Finalement, entre le début et la fin, vous disiez qu'il faut du temps. Au final, il y avait toujours les écarts de salaire. Au final. Et la correction se fait surtout souvent sur ce que j'appelle une discrimination positive, c'est-à-dire on vous augmente parce que vous êtes une femme. Et ça, pour moi, on n'a rien compris au système, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des résistances culturelles qui font que tant qu'on n'a pas fait sauter ces carcans culturels, on ne fait rien changer. Donc c'est pour ça qu'il y a le baromètre qui peut être ce qu'on peut voir, etc., qui semble. C'est pour ça que je parle souvent, il y a ce côté de transparence, mais comment après, il y a toujours comment on le contourne. Et franchement, sur le baromètre, il y a des réflexions autour de comment, justement, il y a une refonte de ce baromètre pour trouver pour le rendre plus efficace ou plus efficient. Enfin, je pense qu'il y a tout un travail à faire dessus. Mais en tout cas, voilà, cette notion-là de baromètre, elle a aussi ses limites, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Oui, bah ça fait partie des indicateurs qu'on peut mettre en avant, qui peuvent servir quand même à voir l'évolution. C'est toujours pareil, hein, c'est plus en termes d'évolution qu'en termes de niveau. Si vous me dites qu'effectivement l'évolution n'est pas visible dans le temps, peut-être en temps court, mais ça renvoie à ce que je disais sur la dimension culturelle, hein, qui va pas, ça va pas évoluer du jour au lendemain sur ces questions de différence. Salariale homme-femme. Oui, sur cette question-là, il y a des tas de sujets. Il y a des études intéressantes sur les phénomènes qui expliquent les disparités salariales. Et ce qu'elles mettent en avant, c'est surtout la dimension culturelle. Je ne sais pas si j'ai le temps d'évoquer, si ça vous intéresse, une étude sur les... Ça sort du champ, hein. Mais il y a des études de chercheurs américains qui ont essayé de tester l'hypothèse que c'était l'esprit de compétition entre les hommes et les femmes qui expliquait la différence finalement des salaires entre les hommes et les femmes, parce que souvent les femmes sont beaucoup moins exigeantes en termes salariales au moment du recrutement déjà. Ça commence comme ça. Au niveau du recrutement, pour un poste équivalent, une qualification équivalente, un homme va être beaucoup plus prétentieux qu'une femme. Donc déjà, à partir du moment où il y a la possibilité de négocier son salaire, c'est toujours pareil. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, sur cette base-là, ces chercheurs américains sont appuyés sur une expérience qui consistait à jouer, c'est encore au basketball, et puis à évaluer à travers ce jeu, cette petite expérience, finalement, l'esprit de compétition des hommes et des femmes. Et ils ont réalisé cette étude à la fois aux États-Unis, donc qui était leur contexte de travail. Ils ont réalisé leur étude donc, chez les Maasai, qui est une société pas très patriarcale. Et ils ont réalisé la même étude dans une société patriarcale. Il n'y en a plus beaucoup dans le monde. C'est donc chez les Khasi, qui est une région, qui est donc un peuple qui habite dans une région au nord-est de l'Inde. Et puis pour voir si effectivement, en fonction du contexte culturel, société patriarcale, société matriarcale, puis en référence les États-Unis, mais bon, est-ce qu'on pouvait constater des différences en termes d'esprit de compétition ? Et en fait, il s'avère que dans la société matriarcale, les femmes sont beaucoup plus volontaires et réussissent mieux dans le jeu qui était proposé que les hommes. Et à l'inverse, dans une société patriarcale comme chez les Maasai au Kenya, c'est les hommes qui étaient plus compétitifs. Et donc par ce biais-là, ils mettent en avant le fait qu'effectivement, il y a des traits culturels
qui vont affecter alors, les traits culturels. Après, ça se traduit très concrètement par des pratiques dès l'enfance, qu'on connaît tous dans certaines sociétés, et qui, au final, vont aboutir à des traits de personnalité qui vont être atténués ou accentués. Évidemment, ça reste des moyennes. On va toujours trouver une championne olympique qui sera très compétitive. Mais en moyenne, effectivement, ces traits culturels vont avoir des conséquences sur le comportement lors du recrutement, même dans la carrière, au cours de la carrière, etc. Et donc, ça peut expliquer une partie, en tout cas, des différences observées, sachant que voilà, il faudrait là maintenant faire un gros travail sur dans la société pour faire évoluer ces pratiques culturelles. Bon. Donc voilà, bon, c'est une parenthèse, c'est un peu un aparté par rapport à ce que j'ai pu évoquer jusque-là. Oui, mais c'est très intéressant parce que ça joue sur cet aspect de la transparence, en fait, parce qu'on vend la transparence sur... On voit bien qu'il y a le côté culturel, il est fondamental, en fait. À la fois, nous, les représentations qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on va se permettre, dans le cadre de la négociation d'un poste homme-femme, c'est vraiment, je pense, une question intéressante. Et c'est comment aussi les entreprises sont acteurs dans la société, finalement. Parce que le côté culturel, si on l'attend de la société au sens large, franchement, ça ne bouge pas très vite. Par contre, s'il y a des entreprises qui sont plus moteurs et qui vont montrer l'exemple, mais pas la valorisation uniquement, je te valorise parce que tu es une femme, mais je te mets à des postes de responsabilité. C'est un tout, en fait. Donc, je pense que cette question-là, elle est importante. Et voilà, je voulais revenir, on passe il y a une question aussi dans la salle, mais cette logique-là aussi de dire finalement, ça n'est que... on met en place un baromètre et tout est réglé. Parce que c'est souvent ça, en fait, qu'on entend quand on va négocier. On nous dit, non, mais vous inquiétez pas, le baromètre, il va tout régler. Et ça, on l'entend. Voilà. Donc, c'est comment on dépasse ces images-là et comment on travaille derrière pour justement essayer de s'attaquer au cœur du problème, parce que sinon, on ne corrige rien. Donc, juste pour rebondir, on parlait de transparence sur les rémunérations et sur l'exemple que je prenais de la négociation du salaire éventuellement lors du recrutement. Avec la transposition de la loi européenne, il va y avoir une obligation aussi pour les employeurs de fournir une fourchette de salaire à l'embauche. Donc ça va avoir clairement des conséquences sur le positionnement des individus lors du recrutement. Il y a un petit papier dans Alter Echo de ce mois-ci, justement, cette partie-là, qui explique qu'aujourd'hui, justement, il y a une asymétrie en fait, d'informations. Quand on va négocier son salaire, on n'est jamais au courant. D'ailleurs, oui, ils indiquent le nombre, il y a une étude aussi avec Indeed qui indique le nombre d'annonces qui indiquent le salaire et la différence entre la France et le modèle anglo-saxon, on va dire ça comme ça, où justement, il y a une plus grande... Parce que ça, déjà, pareil, c'est fondamental. Donc, j'espère que cette transparence, cette directive sur la transparence, on va arriver à en faire des choses, parce que moi, j'ai peur qu'il y ait aussi des résistances, des formes de résistance qui soient organisées. Si tu vois, oui, merci. Je voudrais savoir si vous avez connaissance d'une étude ou d'études sur le lien ou la corrélation qui pourrait être établie entre les salaires et le turnover dans l'entreprise. On a tous en tête des collègues qui quittent l'entreprise au motif du salaire, de leur frustration, de la dispersion, etc. Ce qui a aussi un impact coût pour l'entreprise et sur la productivité aussi. Alors tout à fait, et ça me permet de compléter ma réponse de tout à l'heure, parce que je cherchais le troisième, je parlais de motivation, d'attractivité, mais rétention. Et le salaire est un facteur de rétention dans les entreprises. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Donc c'est un élément important, le salaire. Et là, pour le coup, il existe des études qui ont clairement montré que le niveau de rémunération avait un impact positif, en tout cas réduisait la rotation du personnel. Et donc permettait de stabiliser l'emploi dans les entreprises. C'est effectivement un facteur important. Juste un petit rebond par rapport à ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui réfléchissent sur des logiciels pour détecter, pour avoir un taux de rétention, enfin le risque justement d'attrition, pardon, le terme c'est l'attrition, c'est le risque de quitter l'entreprise, ils cherchent dans des signaux faibles. Ça peut être par... alors avant, ça se faisait à la machine à café, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça va être une proposition finalement pour te retenir. Ah ben attends, on ne part pas. On voit que ça, c'est pas la politique de rémunération, c'est vraiment dans l'urgence. Donc voilà, je pense que c'est une question fondamentale de rattraper un peu ces deux sujets, parce que c'est à la fois l'attractivité et comment on vous garde dans l'entreprise. Enfin. Et ça fait aussi, c'est la politique, c'est pas que la politique salariale, c'est un ensemble en fait, de réflexions qu'il y a autour, non ? Oui, tout à fait. Bon, la rémunération, ça reste quand même un facteur de motivation important. Bon.
Alors, de plus en plus, les entreprises tendent à valoriser d'autres éléments, justement, à mon avis, pour compenser le manque d'attractivité des salaires, en insistant sur le bien-être, le bonheur au travail. On parle beaucoup de ça. Bon, même si c'est un moyen de valoriser, de reconnaître un peu le travail des individus donc, dans l'organisation, mais n'empêche que c'est la rémunération quand même qui est un facteur important. Donc ça fait partie des éléments qui sont essentiels dans les conditions d'emploi. Après, la politique QVCT, ce qu'on appelle qualité de vie et conditions de travail, c'est quand même aussi un tout. Et je pense que c'est aussi important d'avoir... Enfin voilà, de toute façon, les entreprises qui développent la QVCT, en général, j'imagine, est-ce que ça, il y a un lien justement entre bonne QVCT et alors je ne sais pas si c'est la transparence, en tout cas, politique salariale qui s'inscrit dans cette logique-là? Bon, là, je ne sais pas, franchement, mais à partir du moment où vous mettez en place ce type de dispositif de qualité de vie au travail, ça fait partie quand même des éléments qui vont valoriser, en tout cas tenir compte des conditions d'emploi du salarié, et ça va contribuer donc à sa motivation. Il y a des études qui existent sur des études encore assez récentes, parce qu'il y en a assez peu en réalité, qui essayent de faire le lien entre justement tous ces dispositifs de qualité de vie au travail avec donc la motivation des individus. Mais les travaux qui existent montrent en règle générale un lien positif, effectivement. Et ça peut aussi compléter une politique de rémunération qui se voudrait motivante. Je vois une question dans la salle. Écoutez, je vous invite à prendre un micro pour la poser, monsieur. Oui, je me présente, André Thomas, secrétaire national sur le secteur public et le service public. Cher Nicolas, monsieur Laroche, je suis désolé, je suis arrivé légèrement en retard et c'est vraiment très riche pour les 3 quarts d'heure auxquels j'ai pu assister. J'avais une question, peut-être que ça a déjà été dit, mais le système de rémunération dans la fonction publique ou les fonctions publiques, si on porte notre regard au niveau européen ou plus largement même les services publics, est-ce que ce système de rémunération par rapport à votre étude peut être mis en effet miroir? Et si vous avez existe-t-il des études? Alors, je ne suis pas très bon en anglais, mais j'ai pas cru voir ce genre d'études. Alors, je me permets une annotation. C'est vrai que parler de performance et puis de dispersion des salaires, comme parfois c'est cité, j'ai lu votre introduction et votre conclusion, comme un élément pouvant favoriser la motivation. C'est vrai que la performance de la fonction publique ou du service public est très difficile à évaluer. Enfin, c'est mon avis personnel. Et donc, je voulais savoir s'il existait des études qui sont un effet miroir à celle-ci. Voilà. Alors, il n'en existe pas en France. Sur les 2 études qui existent, c'est plutôt dans le secteur privé. Oui. Et puis, dans l'ensemble des études que j'ai pu collecter, de mémoire, j'en ai pas vu une seule. Enfin, notamment parce que c'est des études essentiellement américaines et que le service public aux États-Unis, évidemment, c'est pas forcément un secteur qui les concerne directement. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une lacune et que ça pourrait être intéressant de travailler sur le secteur public. Alors, avec quand même la nuance qui est qu'effectivement, il faudrait trouver le bon indicateur de performance. Et ça, c'est encore compliqué. Oui, ça nécessiterait quand même d'avoir une vraie réflexion sur comment on mesure la performance dans le secteur public. Alors moi, je suis du secteur public, donc je connais bien les problématiques de grille salariale dans le secteur public. Et alors avec quand même aujourd'hui un peu plus de souplesse, de flexibilité en termes de disparité salariale, mais de toute façon, on a des grilles indiciaires dans le secteur public qui font que jouer sur les disparités pour motiver les individus, ce n'est pas forcément un levier qu'on va mobiliser. On va utiliser d'autres leviers, mais c'est vrai que pour le secteur public, ces disparités salariales, on peut difficilement, difficilement les évaluer parce que c'est relativement compressé. Et puis ensuite, effectivement, il faudrait lier ça avec des indicateurs de performance qu'il faut envisager. Et donc ça pose des questions. Et ça pourrait être là encore l'objet d'un travail complémentaire. Mais là, avec un gros travail de terrain, avec peut-être des données qui sont peut-être
facile difficile à obtenir, je ne sais pas. Encore que non, les grilles indiciaires, on peut les avoir facilement. Après, ce qui va être compliqué, c'est qu'en fait, il y a quand même toute une part d'individualisation quand même. Et ça, c'est pas évident d'avoir les informations. Là, en termes de transparence dans le secteur public, je vois rien que dans le domaine de l'université publique, de nombre de primes. D'ailleurs, quand on n'est pas du milieu, on ne comprend même pas le système de primes. C'est incroyable. Et puis qui sont attribués sur des critères. Alors là, en termes de transparence, on a des belles grilles avec des critères, mais je peux vous dire que même s'il y a des commissions à tous les étages, en règle générale, là, ça crée des frustrations. Ça, et donc, ça crée des difficultés. Oui, puis il y a la question du salaire différé aussi, parce que la prime, est-ce qu'elle est inclue pour le système de retraite, etc. Donc toutes ces questions-là, elles sont importantes. Je pense que vous avez donné une idée de prochaines études qui pourraient être menées. Je pense que c'est important. Non, mais voilà, il y a ce côté-là sur ça, c'est aussi des logiques de transparence avec des grilles qui peuvent être très figées aussi. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Je n'en vois pas sur Internet. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Mais déjà, je tenais à vous remercier à la fois pour la clarté de l'échange et de la présentation. C'est pas facile. On n'a pas fait de présentation PowerPoint. C'est pas forcément facile de faire ça. Donc, écoutez, on va vous applaudir pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Et je tenais à remercier à tout le monde dans la salle, les courageuses et les courageux qui sont venus ce soir pour échanger avec nous. Bien sûr, les internautes, je vois des pouces vers le haut, donc c'est très positif. Et pour finir, je vais vous citer Zebda, la chanson Zebda, « Motiver, il faut se motiver ». Donc, je vous invite, j'espère le format, c'est un format vraiment intéressant qu'on a à renouveler. On l'avait fait déjà il y a l'année dernière, je pense, sur ces questions-là. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à regarder l'étude qui vous donnera plein d'idées pour les négociations de salaire. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.